au loin, vous voyez la gare. C'était La gare, c'est la gare ferroviaire. La gare ferroviaire. Vous partez des trains pour la Russie. Du marché d'Oktyabrsky. Donc comme dans tous les quartiers, il y a un marché public. Donc le marché, il faut savoir qu'ici, on est dans une zone qui a été très fortement bombardée depuis 3 ans. Voilà. Donc c'est un lieu donc symbolique au niveau de la vie sociale du quartier. Et en hommage aux victimes de la guerre, l'année dernière, en fait, il a été érigé ce mémorial où sont inscrits les noms des habitants du quartier. C'est uniquement les noms des habitants du quartier. Donc la petite pierre tombale qui est devant, c'est les enfants. Ça, c'est les enfants. Ah, nous nous trouvons donc devant le monument à Oktябрьский, donc le district de Kubeczki, où il y a un monument qui a été érigé avec des stèles. Ils sont morts, non? Morts Par rapport aux 400 habitants qui ont été tués par l'armée ukrainienne. Et en particulier une stèle, petite stèle, où il y a les enfants, les noms des enfants. Donc il y a une dizaine d'enfants qui ont été tués dans ce quartier par l'armée ukrainienne. Donc en tout, il y a environ 250 noms. Il n'y a pas 400 personnes ici. Ça montre bien le prix qu'a payé ce quartier, hein, qui est une des zones qui a été le plus bombardée, et qui est toujours d'ailleurs bombardée régulièrement chaque semaine depuis 3 ans. Même quasiment tous les jours, on entend les tirs. Fort heureusement, depuis les accords de Minsk, on va quand même positiver. Hein. Ils stoppent pas ils amènent pas la paix, mais ils ont quand même bien ralenti la guerre. Donc depuis les accords de Minsk, on a moins de bombardements dans les quartiers résidentiels. Mais il y en a toujours. Hein, il y a toujours des bombardements. À côté de chez moi, il y a encore une maison qui a été entièrement détruite il y a 3 jours. Hein, donc on pourra passer devant tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup Herman. Nous sommes toujours en compagnie de Miguel, un blogueur espagnol catalan, pour être précis, et Erwan Castel, un blogueur français. Ils sont en train de... Nous avons regardé, nous sommes sur un monument par rapport aux morts d'Oktябрьский, pas loin de l'aéroport. Nous sommes toujours dans le quartier d'Oktябrьский, donc pas très loin de l'aéroport, où vous pouvez voir des dégâts qui ont été commis en 2014-2015, où un magasin a été détruit. Voilà ce que ça donne quand des obus tombent. Voilà. Malheureusement, voilà. Voilà les résultats de l'opération ukrainienne dans le Donbass, où un complexe où il y avait plusieurs magasins qui ont été complètement détruits. Donc on n'est pas très loin de l'aéroport, hein. On n'est même pas à 1 kilomètre d'ailleurs. Donc voilà. Voilà ce que soutient le gouvernement français, l'Union européenne, Washington. Donc, voilà. C'est quand même, je trouve, c'est quand même la grande classe. Tout a été détruit. Je veux dire. Donc voilà. On va continuer un petit peu notre visite. C'est un reportage qui va peut-être durer une vingtaine de minutes. Mais je pense que c'est intéressant de faire ça. Montrer un peu la vraie guerre. Bonjour les amis, nous arrivons à la mosquée de Donetsk, toujours en compagnie donc d'Erwan Castel et du blogueur Miguel Pertas. Comme vous le constatez, sur la paroi, la mosquée a subi des bombardements. A été bombardée, non? Oui, tout à fait, elle a été bombardée par l'armée ukrainienne en 2014-2015. Donc, comme quoi, personne n'est épargné ici, ni les catholiques et ni les musulmans. L'union fait la force, camarades. Alors la mosquée,
Ouais, donc ici on est toujours à Oktoberski, près du marché, donc on s'est un peu plus rapproché de la ligne de front. Et là, je tiens à vous présenter quand même un monument qui pourra peut-être surprendre certains, qui se font des idées sur le manichéisme qui pourrait dominer dans cette guerre. C'est la mosquée de Donetsk et même la mosquée du Donbass aujourd'hui. Alors pourquoi elle est dans ce quartier d'Oktoberski? C'est parce qu'autour de nous, en fait, il y a l'implantation d'une communauté tatar. Alors tout de suite, Tatars, on précise, hein, les Tatars c'est une communauté musulmane qui est très présente en Ukraine, dans le Donbass, et surtout bien sûr en Crimée, où ils ont été un peu agités par les propagandes occidentales en disant « Oh là là, les Tatars sont persécutés par les pro-russes, les Tatars... » Pardon, Tatars. Les Tatars sont musulmanes, musulmans. Les Tatars sont persécutés par les pro-russes qui veulent refaire les grandes purges staliniennes, etc. etc. Or, qu'est-ce qu'il en est ici de cette communauté tatar? Eh bien, personnellement, je connais 3 Tatars qui sont nés ici dans le secteur et qui combattent dans l'armée de la République de Donetsk depuis les premières semaines de la guerre. Donc ça fait 3 ans que ces Tatars, qui dès qu'ils le peuvent s'arrêtent pour la prière, eh bien ils sont en fait sur la défense d'un sanctuaire qu'ils considèrent comme le leur, et ils sont fiers de défendre en fait cette région qui est pro-russe. Voilà, donc il faut arrêter ce manichéisme. Il y a des Tatars en face, il y a des Tatars ici. On ne peut pas donner un aspect religieux, à faire de cette guerre civile une guerre de religion, parce que ça n'accrochera pas, hein, dans la mesure où les motivations sont complètement différentes des cultes. Elle est magnifique cette mosquée. Hein. Alors la mosquée ici a été financée par l'oligarque Rimat Armetov, qui est un Tatar et qui est issu de ce quartier. Alors sa générosité, il faut quand même mettre un bémol à sa générosité, hein, puisque c'est un oligarque qui a construit sa fortune au moment de l'effondrement de l'URSS, hein, dans l'Ukraine indépendante, et qui est tombé un peu sous la coupe d'une oligarchie, d'une plutocratie composée de magnats de l'industrie. Armetov a racheté essentiellement les mines et les industries métallurgiques de Donetsk. Et en fait, il redistribue quelques miettes de l'argent récupéré d'une manière, on va dire, très critiquable. Il donne quelques miettes comme ça auprès de la population pour essayer de dorer son image et surtout de mettre en place ensuite un réseau social qui lui accorde un pouvoir politique. Voilà, donc cette mosquée est au milieu d'une zone d'immeubles qui a été complètement bombardée et ravagée. Mais comme on peut le voir, elle a été touchée, certes, la mosquée, mais elle est quand même relativement intacte par rapport aux bombardements qui ont eu lieu. Voilà. Merci beaucoup Erwan Castel. Alors c'est la rue, c'est la rue très symbolique de Donetsk, d'Oktoberski particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un axe qui relie Peski à Spartak. Ah, oui. Donc derrière nous on a Peski, zone ukrainienne. Devant nous, tout au fond, on a Spartak, zone républicaine. C'est pour la guerre, non? Alors pourquoi il y a des détritus? Parce que les gens qui ont eu leurs maisons bombardées viennent entretenir les maisons, ils viennent nettoyer les maisons, et ils posent ça sur la rue, et une fois par semaine, il y a un camion qui vient récupérer les ordures. Voilà. Donc là, on n'a pas beaucoup de... Ouais. Moi, j'habite près de cette rue.
nous arrivons à Iverski, là où il y a le monastère, un cimetière, accolé à l'aéroport de Donetsk, l'aéroport, ce qui en reste en fait. Malheureusement, comme vous le savez, l'aéroport a été détruit par les combats en 2014-2015. Il subit toujours les bombardements de l'armée ukrainienne. Je suis toujours en compagnie d'Erwan Castel, volontaire breton, et Miguel Pertas, un blogueur catalan. Pourquoi? Tout simplement parce que cet aéroport a été bombardé plusieurs fois en 2014 par l'aviation, par l'artillerie. Il y a même eu des bombardements au phosphore blanc. On a des vidéos d'ailleurs montrant les pluies incendiaires larguées au-dessus de la zone du monastère. Donc c'est quand même aussi un endroit symbolique pour la population. Et vraisemblablement, même s'il est très proche d'une ligne de front, Kiev a voulu choquer la population en bombardant un des hauts lieux de culte orthodoxe qu'il y a dans le secteur. Alors les orthodoxes ici sont très pratiquants. Si on a une église catholique qui est en train de disparaître progressivement dans sa pratique en Occident, par contre ici l'église chrétienne orthodoxe, force est de constater quand même qu'elle est très présente dans le cœur des gens et que les églises, même celles qui sont au plus près des zones de combat, eh bien les églises sont toujours pleines et les offices sont vraiment très suivis par les familles en entier, des plus jeunes aux plus anciens. On a à peu près une vingtaine d'églises dans le Donbass qui ont été bombardées, beaucoup ont été détruites. C'est un peu comme les hôpitaux, ce sont des lieux hautement symboliques, sensibles au niveau du moral de la population et qui ont été souvent pris à partie. On peut parler de dommages collatéraux quand il y a une église, deux églises, allez, trois églises qui brûlent, mais quand on a la quasi-totalité des hôpitaux et des églises situées à portée de tir des Ukrainiens qui sont touchés et bombardés plusieurs fois pendant les 3 années de guerre, là on n'est plus sur des dommages collatéraux, mais vraiment sur des tirs intentionnels. C'était le produit, non, parce que c'est comme un bombardier, non, une autre fois, non? Parce que c'était détruit. Oui, mais là, parce que ça tire au mortier. Là, les Ukrainiens ils sont derrière. Là, là les Ukrainiens sont... Alors, la piste de l'aéroport, elle est à 500 mètres. Oh, c'est 500 mètres. 500 mètres. Derrière, on a encore 500 mètres et on a les lignes ukrainiennes. Wow. Ils sont comme 1 kilomètre. Non? 1 kilomètre, donc ils peuvent nous tirer au mortier, même aux lance-grenades automatiques, on est à la portée de tir des Ukrainiens. Voilà. Miguel, oui. Que t'inspire cet endroit? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que tu vois? Bon, la première fois que je suis ici, non? C'était une image terrible, non? de la guerre. Ici, non? À Donetsk, non? La destruction d'un monastère. Non? Et c'est cette situation, yo personnellement, je suis une personne que je crois que ça doit respecter, non? les monuments religieux. Tu vois? En una guerre. Non? Ils ne respectent pas, bien sûr. Oui. Et ici, tu vois toute la destruction de la... C'est comme en français, un cimetière, non? C'est une catastrophe. Oui. Tu vois, comme tu vois, on voit ensemble, enfin, c'est incroyable. On est dans un cimetière et, comme tu dis, ouais, ils ne respectent pas. Oui, un monastère. Hein? Ça, il y a le monastère un peu plus loin. On va aller après. C'est terrible. Non? C'est incroyable. Ah, nous sommes dans l'allée principale où nous allons arriver. Nous allons arriver au monastère. Les fleurs, les roses, non? Et il y a des roses partout. Miguel, ça l'interpelle. Mais oui, mais c'est la ville des 1000 roses. Oui, 1 million de roses. Et après, c'est les monastères. Et t'as le monastère. C'est comme c'est en français, les corbeaux. Les corbeaux. C'est incroyable. C'est comme romantique. Oui, il y a un côté romantique. Romantique, non? Et pourtant, ici... Pouvons parler, un entretien
2 minutes, non? Commençons, ok? Da. Mais cette vidéo est importante pour moi, parce que je le pour moi. Sommes ici à Donetsk. Comment se dit Iverski. Iveski, non? C'était le monastère de Iveski. Cette situation est à la finale de la route. Aujourd'hui, il fait un peu de. Non, fait chaud, fait froid. Un peu. Un petit. Oui, il fait un peu froid. C'est comme un cimetière, non? C'est en français, cimetière, non? Cimetière. Un cimetière. Herman, que tu peux expliquer de cette cimetière et ce monastère? D'accord, donc je vous propose d'avancer un peu. Oui. Oui, Pour bien que vous sûr. compreniez vraiment pourquoi ici c'est complètement détruit. Donc devant nous, on a l'église du monastère d'Iverski. Là, on a à la gauche la petite maison qui est la maison d'accueil. Et derrière le grand bâtiment, en fait, qui est le bâtiment des sœurs, parce que c'est un monastère féminin. Ah, Ce sont des sœurs, oui. Ce sont des sœurs. Et donc, cette communauté religieuse s'est retrouvée malgré elle au cœur des plus violents combats de l'année 2014 et du début de l'année 2015. Pourquoi? Là-bas, dans la direction de Montbras, vous avez le squelette de la base de la tour de contrôle de l'aéroport. C'est-à-dire que la piste d'atterrissage, elle est parallèle au chemin que nous empruntons pour environ 500 mètres. De l'aéroport de Donetsk. L'aéroport de Donetsk est ici. Voilà, alors l'aéroport, non, il est devant nous. Ah, c'est le grand bâtiment qu'on voit au fond. On va voir l'aéroport après. Sinon, on ne voit pas beaucoup. Bah là, on pourra pas. Si on avance, on le verra moins. Là. Bah si, on le verra. À côté du monastère, si on le voit. Moi, j'ai fait des photos l'autre coup. Le monastère est magnifique. C'est comme d'un conte, d'une nouvelle romantique. Oui, il y a cet aspect un peu tragique, romantique. C'est tragique romantique, avec les corbeaux, les nuages gris, le soleil couchant et... Oui. Et c'est aussi, non? C'est je crois que c'est une maison particulière. Oui. Ça, c'est la maison d'accueil. Probablement, attachée à le monastère. Et c'est comme une situation un peu... C'est comme le drama, non? Le drama, c'est un drama ici, non? Oui, d'autant plus qu'il y a eu... Mais est magnifique, non? Les fleurs, la rose ici. Il reste l'espérance, hein. On voit que les sœurs reprennent l'entretien de leur jardin. Donc là, on a le jardin de la communauté. Ça, c'est le jardin dans lequel il y avait le potager, des arbres fruitiers, etc., qui permettaient d'alimenter un peu l'autosubsistance de la communauté religieuse. Et donc ici, on avait les parterres de fleurs qui permettaient aux fidèles d'accéder à l'église. Alors, il faut savoir que dans cette église, le toit a été déjà restauré un petit peu. Enfin, ils ont mis hors d'eau, hein, parce que le toit avait complètement brûlé. Et donc, ils ont un peu restauré l'intérieur et le toit de l'église, de façon à autoriser des nouvelles cérémonies. Alors pas tous les week-ends, pas tous les dimanches, mais il y a des cérémonies qui se font une dizaine de fois par an. Il y a des cérémonies religieuses ici. Ici, non? Oui. Encore consacré, non? Tout à fait. Un poste actif, non? Religieux. C'est non a la condition, non? Pour faire les cérémonies. Encore incroyable, è una situazione come di una novella romantique. C'est tout Ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais, il y a un côté épique, romantique, dramatique, tout ça mélangé, avec les arbres sectionnés, coupés par les bombardements, les toits éventrés, les murs effondrés, le cimetière ravagé. C'est très choquant de voir un cimetière bombardé. C'est choquant. Voilà, donc, et puis le silence des vieux. Le silence aussi de l'Occident. No? Oui. Tutta la propaganda, no? Propaganda occidentale su questa guerra. Terrible. Merci, no? Je crois que ça a fini, no? L'entretien. Ah non, encore non. Oh, c'était belle aussi. Oh, magnifique. Tragiquement magnifique. Ça le dit, non? Non, tragiquement magnifique. C'est tragiquement... Non,
Es una situación, no, es es la fotografía, probablemente, de los pasos avec le corps. Ah oui, ici c'est la dévastation, c'est clair. Régulièrement, effectivement, au début qui tombe toujours ici. Vraiment, là, c'est la route qui mène à Spartak. Ouais, attends. Il y a un raccordement, ok. En gros, c'est la route qui menait avant la guerre à Spartak. D'accord. Il y a un sacré paquet d'impact sur le mur là. Les premiers bâtiments, bah, c'était les hôtels. Là, sur la route qui est à gauche. Voilà. Là-bas au fond, regardez. Ah oui, ok, ouais, effectivement. Derrière, on a le terminal. Ouais. Sinon, il y a plus mais les hôtels, voilà, hôtel. Comme vous venez de le voir, oui, il reste une habitante ici. C'est incroyable. Enfin, quand je pense qu'on se met en France dès qu'on a une coupure d'électricité d'une heure, cette femme habite ici depuis 3 ans, enfin depuis plus de 3 ans, et depuis qu'il y a la guerre. Et elle est au milieu des ruines. Enfin, c'est juste hallucinant. Vous n'avez pas de problème. Venez parler à cette femme, à mon avis, vous comprendrez que vous n'avez pas de problème. C'est incroyable. Incroyable. Ah, nous sommes dans la rue Stratanov. Stratanov Stop. Ok. Stratanov Stop. Désolé. Donc une rue qui est parallèle à l'aéroport, hein, donc on est à vol d'oiseau à 400-500 mètres, même pas, de l'aéroport. Donc bon, bah, de toute façon, vous voyez par vous-même, hein, je n'ai pas besoin de commenter. Hein. Vous voyez la gueule des maisons. Les détritus que vous voyez, bah, c'est les restes des maisons. Ah, il y a encore il y a 20% à peu près de personnes qui habitent ici encore. Ouais, même pas, ouais. Il y a moins de 20% de personnes qui habitent ici. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok, carrément. Ok, donc on a, ouais, en gros, il reste quasiment plus personne qui habite ici. 2-3%, comme le dit Erwan Castel. Donc voilà, c'est vraiment une rue qui est très proche évidemment du front, qui a subi d'énormes bombardements en 2014-2015 et qui subit toujours actuellement des bombardements. Hein. Là, depuis 2 mois, c'est globalement calme, on va dire, mais c'est ouais. Alors là, nous avons changé de district, nous sommes dans le district de Kievski, mais qui est très proche d'Ostrobeski, le quartier de Kubeshki. Où c'est comment le nom Alors là, ici, on est devant le pont de Putilovka. Putilovka, donc. Alors qui, quand vous regardez le pont, tu filmes le pont. Oui. Donc sur la gauche du pont, en fait, c'est la zone aéroportuaire. D'accord. Et sur la droite du pont, en fait, c'est la voie rapide qui permet d'accéder au centre de Donetsk. Nous sommes qu'à 15 minutes du centre-ville de Donetsk. Voilà. Donc ce pont a été détruit lors des combats en 2014. Il y avait même des chars ukrainiens qui avaient réussi à percer par ce pont et à rentrer dans le quartier de Putilovka, où ils ont été très rapidement détruits. Hein, ils ont brûlé au bout de quelques minutes grâce à l'armement anti-char de la milice. Donc ce pont est malheureusement toujours dans l'état et je pense qu'il ne sera pas réparé avant la fin de la guerre. Parce que tant que la menace persiste d'une offensive ukrainienne dans le secteur, donc on préfère certainement, stratégiquement parlant, laisser ce pont détruit pour freiner une éventuelle attaque ukrainienne. Oui, je comprends. Ouais, c'est logique. Merci beaucoup, Herman.
C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, on a fini ce reportage près de l'aéroport avec Erwan Castel, que vous connaissez tous, et avec Miguel Pertas, un blogueur catalan. Donc je te remercie Miguel. C'est un Merci moment beaucoup, c'était sympathique. très intéressant. Intéressant. Et, de toute façon, on se reverra bientôt, je pense, Oui, oui, oui. pour un autre reportage à Spartak. À Spartak, non? Voilà. Le second, le second. Le second reportage se fera donc à Spartak, et toujours avec Erwan Castel et mon ami Miguel. Et alors, on fait Et maintenant, on va aller voir une bière. Voilà. Merci les amis et je vous dis à très bientôt.